Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire avec notre partenaire Stoic aujourd'hui. Je suis Laura et je serai votre animatrice pour la session en cours. Je vous remercie d'être déjà aussi nombreux. Donc, on va juste attendre quelques minutes les retardataires et après, on pourra commencer. En attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez nous dire qui vous êtes, si vous avez déjà des questions en tête, comme elles seront traitées dans un ordre chronologique. Et aussi, si vous voulez vous présenter ou juste nous dire bonjour, je lirai tout le chat. Alors oui, pour répondre aux premières questions, le webinaire sera disponible en replay avec un petit temps de latence, du coup le temps que les départements Legal et Pierre puissent le visionner, mais ce sera sur le site de l'accélérateur du numérique. Pour être sûr que j'ai pas dit trop de bêtises. Ouais, exactement. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer. Juste un petit point technique, si vous voulez utiliser le chat, vous pouvez dérouler la barre qui est présente à droite et donc vous le posez dans le menu questions où vous voyez une chat box normalement apparaître. Je recevrai les questions, mais pas Jules. Du coup, je lui transmettrai toutes vos interrogations. Donc, je vais laisser Jules se présenter et présenter Stoic. Eh ben, bonjour à tous. Ravi d'avoir une heure avec vous pour parler de cybersécurité. Je crois que je m'avais dit il y a un an que j'animerais un webinaire sur la cybersécurité. Je l'aurais pas cru parce que j'y connaissais vraiment rien à la cybersécurité il y a encore un an. C'est donc avec une casquette de non-expert que je viens vous parler, mais de non-expert qui travaille quand même jour et nuit depuis maintenant 11 mois sur le sujet. Pour me présenter un peu, j'ai un profil qui est pas technique. Je suis sorti d'HEC il y a 5 ans et j'ai travaillé pendant 4 ans pour un magazine de philosophie qui s'appelle Philosophie Magazine. Donc, pas grand-chose à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. Pendant 4 ans, je côtoyais des philosophes jusqu'au jour où j'ai décidé de partir. J'ai décidé que j'avais envie de me lancer seul dans un autre projet qui n'avait rien à voir. Et en discutant beaucoup avec des dirigeants de PME autour de moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup dans mon réseau, je me suis rendu compte qu'un sujet revenait tout le temps, c'était celui de la cybersécurité, et qui revenait tout le temps avec des termes que je trouvais surprenants. C'est-à-dire que la plupart de ces dirigeants de PME me disaient euh, je sais qu'il y a un danger pour mon entreprise. Je sais qu'une cyberattaque peut m'arriver, est possible, et peut mettre à terre mon organisation parce que c'est arrivé à un copain, ou parce que c'est arrivé dans la presse, je l'ai lu. Je sais que je ne suis pas le mieux protégé parce que je n'ai pas fait grand-chose en termes de cybersécurité, mais je n'ai pas la moindre idée de par où commencer. Et le terme de cybersécurité, pour ces dirigeants comme pour moi à l'époque, résonnait complètement creux. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? On imagine quelque chose de très barbare avec des hackers russes ou ukrainiens ou autres dans leur coin qui cherchent à attaquer nos systèmes informatiques. Mais pour ces dirigeants, ça restait ce flou. Et donc, la plupart ne faisaient rien par faute de temps, par faute de moyens financiers et par faute d'expertise technique. Voilà, moi, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer et de creuser ce sujet. Et avant de vous raconter comment, je vais commencer par me renseigner beaucoup et essayer de déblayer les idées reçues que je pouvais avoir sur ce sujet qu'est la cybersécurité. Le premier, qui est un peu en lien avec ce qu'on vit en ce moment avec la guerre en Ukraine, c'est que j'imaginais la cybersécurité comme un sujet qui ne touche que les grands groupes, comme un sujet très géopolitique et stratégique, où des hackers très renseignés cherchaient à attaquer des cibles très particulières pour leur faire mal, soit des États, soit à l'échelle de l'entreprise, des grands groupes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse peut-être dans le chat me dire, selon vous, si c'est bien le cas, est-ce que c'est bien les grands groupes qui se font le plus attaquer ou est-ce que c'est plus des PME, des petites entreprises? Et si vous voulez aller plus loin, est-ce que vous voulez essayer une répartition entre le nombre d'attaques, on va dire en 2021, qui a touché les grands groupes versus celles qui ont touché des PME? Je vous pose la question
plus globalement, hein, sur l'heure qu'on va passer ensemble, donc je vais vous parler un peu de cybersécurité, vous donner quelques bases que j'ai acquises depuis le temps. Mais l'idée, c'est que ce soit très interactif, donc n'hésitez pas à me couper. Et Laura, s'il y a des remarques ou des questions, je te laisse me dire. En l'occurrence, là, est-ce qu'il y a des premiers commentaires? On a Thomas qui se présente, Clément aussi, donc bonjour à tous les deux, merci de participer dans le chat. On a déjà une question donc, qui est plutôt sur l'actualité, si tu veux la prendre, sur Vas-y, les vas-y, je veux bien antivirus que russes, comme tu viens d'en parler. Donc, est-ce que tu conseilles de changer quand on est sur Kaspersky? Je pense pas que je prononce ça bien. Kaspersky. Sinon, il y a d'autres présentations dans le chat de Pamela, par exemple. Bonjour à toi aussi. Bonjour à tous. On va y revenir sur les antivirus et les antivirus russes, même si, encore une fois, je prendrai des pincettes dans mes recommandations. Il y a des recommandations qui ont été établies par l'ANSSI, mais on y reviendra plus tard. Je sais pas, je me souviens plus du nom de la personne qui posait la question. Euh, sur ce sujet-là, grand groupe versus PME, pas de retour particulier, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont Alors, il y a la risqués une réponse réponse? de Léana qui nous dit plutôt grand groupe, donc qui s'imagine à quelque chose de plus gros. Pamela qui nous dit PME et ETI. Ouais. Donc, on a plutôt des réponses variées. Là, on est à 50-50. Encore une autre réponse de Nassim qui nous dit grand groupe. Bon, je vais sans plus tarder parce on a pas mal de contenu ensuite, mais enchaîner pour dire que pour moi, c'était vraiment les grands groupes qui se faisaient toucher. Et en fait, je me suis rendu compte en creusant que la plupart des attaques qui avaient lieu étaient des attaques qui n'étaient pas ciblées. C'est-à-dire que oui, les grands groupes se font attaquer par des groupements malveillants qui cherchent, et on reviendra hein, sur ce que ça veut dire qu'une attaque tout à l'heure, mais certains se font attaquer de manière ciblée, mais la plupart des attaques se font de manière non ciblée, c'est-à-dire que les attaquants cherchent à rentrer dans des organisations indépendamment du nom de l'organisation ou de l'activité de l'organisation. Et c'est celles-là qui sont le plus fortes en volume et en réussite. 60%, un peu plus de 60% des attaques qui ont été réalisées sur 2020 ont été réalisées sur des petites et moyennes entreprises. Et la plupart du temps, ils ne savent pas si la petite entreprise fait du saumon, des fraises ou un service B2B. Ils cherchent à rentrer dans ces PME. Et c'est ce qui rend en fait le sujet de la cybersécurité pour les PME aussi crucial, c'est que elles sont en volume très régulièrement attaquées et que si les principales briques de sécurité ne sont pas posées par les PME, le risque et la probabilité de réussite de ces attaques est fort et les dégâts considérables, aussi considérables que pour des attaquants. Donc tout de suite, c'est vraiment la première idée qu'il faut avoir en tête, c'est les attaquants, les cyberattaquants n'attaquent pas que des cibles précises, totales, à qui ils veulent faire du mal, ou l'État français. Ils vont parfois, à l'opportuniste, essayer dans des PME qui sont souvent moins bien protégées parce qu'il y a de l'argent à gagner comme ça. Deux autres idées reçues que je vous transmets tout de suite, qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il n'y a que les entreprises qui ont de la donnée sensible qui sont visées? Que les entreprises médicales, par exemple. On entend beaucoup parler des entreprises médicales ou des cliniques qui sont attaquées ou des mairies. C'est faux, pour la même raison que celle que je viens de citer, c'est-à-dire que la plupart des attaques ne sont pas ciblées spécifiquement sur ces acteurs, que l'attaquant très souvent s'en fout du cœur de l'activité tant qu'il arrive à pénétrer le système informatique et qu'il sait qu'il peut bloquer l'entreprise et en tirer des revenus. On verra comment l'attaquant en tire des revenus plus tard. Autre fausse idée, j'ai mis toutes mes données dans le cloud, donc je ne suis pas à risque. C'est évidemment faux, parce que on y reviendra encore une fois sur comment est-ce que l'attaquant accède à ces données, mais si vous arrivez à accéder à vos données dans le cloud, si vous arrivez à vous connecter à distance sur OVH, sur Amazon Web Services ou autre, pour accéder à ces données, un attaquant aussi peut y accéder, peut s'y connecter. Alors, certes, les systèmes de cloud essayent de mettre des systèmes de protection le plus poussés et puissants possible pour éviter que ça arrive, mais si vous avez un mot de passe qui vous permet de vous y connecter, si l'attaquant récupère votre mot de passe, lui aussi peut s'y connecter et dès lors peut faire fuiter cette donnée ou peut vous la rendre inaccessible. En bref, le risque touche toutes les entreprises et les premières briques de protection à mettre en place pour toutes ces entreprises sont cruciales. Personne ne peut se prémunir d'un minimum de cybersécurité. Personne. Aucune entreprise, à partir du moment où elle a un collaborateur, même si pour elle l'impact sera plus faible, ne peut se prémunir de ces premiers gestes. Laura, n'hésite pas à me couper, hein, évidemment, s'il y a des questions ou des remarques qui surviennent. Mais je continue, sinon. Ouais. Oui, dis-moi. Je pense que tu peux continuer puisque on prendra peut-être
des questions un peu plus précises à la fin sur la demande de conseils, les VPN ou tout, etc., ou tu préfères les prendre maintenant? Peut-être que sur la partie, je vais vous donner le plan juste après, comme ça on pourrait y revenir sur Ok, les différentes ouais, étapes et on fera ça à ce moment-là. Je compte évidemment essayer de répondre aussi bien que possible à toutes les questions qui peuvent se poser. Pour terminer de me présenter, et je ne veux pas être trop long là-dessus, nous, notre idée avec Stoic, donc l'entreprise que j'ai créée avec 3 associés qui, eux, ont un profil plus technique que le mien, en mars 2021, il y a un an, c'était d'être cette première brique indispensable à toutes les PME contre le risque de cyberattaque. Et on a créé pour ça une assurance contre les attaques qui permet de dire aux dirigeants, si vous vous faites attaquer, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide à gérer la crise et être dédommagé de toutes les conséquences financières de la crise. J'y reviendrai plus tard. Donc de l'assurance, et pour que ce soit pas qu'une assurance, on ajoute avec l'assurance des outils qu'on développe nous, qui sont encore une fois la première brique de base, des outils très simples à mettre en place, qui sont gratuits, des outils de sécurité, et qui sont inclus avec l'assurance, de manière à aligner les intérêts avec les clients, les PME, et de leur dire vous pouvez être assuré et protégé pour le simple prix d'une assurance. Et nous, évidemment, ça nous rassure parce que si on vous assure, on a quand même envie qu'il n'y ait pas trop d'attaques parce que c'est nous qui payons. Et c'est pour ça qu'on aide à protéger les entreprises pour limiter le risque d'attaque. Voilà, on a lancé Stoic début 2021, on est 20 aujourd'hui, on a levé 4 millions d'euros, on est en plein développement. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler, même si on reviendra sur l'assurance à la fin évidemment. Ce dont je voulais vous parler, c'est le b.a.-ba, à mes yeux, à avoir en tête. Même s'il y a des questions plus précises, on y reviendra. Je pense que vraiment l'objectif là, c'était de balayer les grandes idées avec des mots simples. Donc de se dire d'abord comment se protéger, qu'est-ce qu'une attaque, comment est-ce qu'elle se déroule, et quelles sont surtout les bonnes pratiques à mettre en place. Et puis dans un deuxième temps, ce sera plus court, on réfléchira au cas de qu'est-ce qui se passe si je me fais attaquer, et je terminerai en rebouclant sur à quoi sert une assurance concrètement, de quoi elle me dédommage, etc. Donc voilà, les questions plus précises sur les outils à utiliser, on l'utilisera je les prendrai, Laura, sur la partie 1.3, les bonnes pratiques incontournables, si ça te va. yes. Comme ça, je Oui, pourrais parfait. répondre à des questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques à ce stade? Alors, une Plutôt sur l'idée question générale. qui vient de Natacha sur la capture de mots de passe. Mais je pense que tu vas peut-être en parler plus tard. Donc, Ouais, on va peut-être je vais attendre parler de des mots de 3 passe minutes, Natacha. en 1.3. Ouais, exactement. Donc, j'y suis dans quelques minutes. Bon, merci pour ces questions, mais je pense qu'il y a une partie qui sera plus longue que les autres où j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Et n'hésitez pas Super. s'il y a d'autres choses qui ne sont pas claires dans ce que je dis, sur ma présentation, etc. Le but, c'est que ce soit interactif. Laura, tu n'hésites pas à me couper, évidemment. Yes, yes, Je, je te dirai. je, je voulais juste, dans un premier temps, euh, démythifier cette partie, enfin, la question de qu'est-ce qu'une cyberattaque? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Pour essayer de rendre intelligible pour ceux pour lesquels la notion de cybersécurité est obscure, ce que c'est qu'une cyberattaque. L'idée, c'est que une cyberattaque se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'un attaquant cherche à rentrer dans votre système informatique. Donc le but du hacker, c'est d'avoir accès aux outils que vous utilisez au quotidien, que ce soit Gmail, votre CRM, votre cloud, etc. Son objectif, c'est de trouver un moyen de s'y connecter à votre place, pour faire simple. Et pour ça, l'attaquant va chercher une porte d'entrée, et il y a, de manière très simple, 2 portes d'entrée classiques, soit ce qu'on appelle les vulnérabilités externes sur cette slide, 2 portes d'entrée, soit des portes d'entrée qui sont des faiblesses humaines, des vulnérabilités humaines. Par exemple, je récupère des mots de passe et je me connecte à la place de quelqu'un, soit des vulnérabilités techniques. Par exemple, j'ai mal configuré mon site internet, je ne l'ai pas mis à jour suffisamment, et l'attaquant peut exploiter le fait que je ne l'ai pas mis à jour pour se connecter à ma place dans mon site internet et avoir accès à mon back-office. Voilà, je le dis de manière très simplifiée, il y a les vulnérabilités humaines et les vulnérabilités techniques qui permettent d'avoir la première porte d'entrée pour un attaquant. Et là, l'attaquant s'est connecté à votre place. Il a accès à votre site internet ou à votre back-office où vous stockez votre donnée, il a accès à votre Gmail, il a accès à votre Google Drive, il a accès à des choses qui sont confidentielles. Mais ça ne suffit pas pour l'attaquant. Parce que pour pouvoir vous faire mal, il faut qu'il puisse avoir un accès admin sur les données de votre entreprise.
C'est-à-dire que si je suis un simple collaborateur stagiaire, disons, et que l'attaquant récupère mon mot de passe, se connecte à mon Google Drive, mais moi j'ai tout en version utilisateur, je vois les choses sans pouvoir les modifier, l'attaquant il va avoir les mêmes droits, il va pas pouvoir faire grand-chose. Son but, du coup, une fois pénétré le système informatique, ça va être de pivoter jusqu'à obtenir les droits admin. Donc, le temps que peut rester un attaquant dans votre système informatique avant de déclencher une attaque peut être relativement long. Et on y reviendra, mais un enjeu clé, c'est comment est-ce qu'on gère qui a accès à quoi dans l'entreprise. Je suis connecté à, au CRM. Si je n'ai qu'un accès de consultation, ça va, il n'y a pas de souci. L'attaquant, il va rien pouvoir faire. Si en revanche, j'ai le droit de tout modifier, tout déplacer, tout supprimer, et ben là, l'attaquant va pouvoir passer à l'attaque, c'est-à-dire balancer un virus qui rende la donnée inaccessible ou exporter toute la donnée et la faire fuiter. C'est peut-être un peu obscur ce que je dis, j'espère pas, mais c'est important d'avoir ces 3 étapes dans la tête. Un attaquant d'abord cherche à infiltrer, à avoir un pied dans la porte d'entrée. Une fois qu'il est à pied dans la porte d'entrée, il cherche à se rendre le plus puissant possible, à avoir le rôle qu'a souvent le DSI, le CTO ou le CEO si c'est mal configuré. Moi, par exemple, en tant que CEO de Stoic, il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas accès. Je n'ai pas de droit admin parce que mon CTO qui gère la sécurité me dit tu peux pas avoir accès à notre code de développement de notre outil parce que c'est pas légitime. Moi, je le modifie pas. Donc, tant que je le modifie pas, on me donne pas l'accès parce que si un attaquant se connecte à ma place, il va pouvoir tout modifier. Et ensuite, dernière étape, l'attaque, le virus qui est déployé, les données qui sont éventuellement chiffrées ou que fait fuiter l'attaquant. Voilà comment se passe l'essentiel des cyberattaques. Laura, une remarque à ce stade? Oui. Donc, c'est encore une fois Natacha qui demande que si elle vend seulement sur Amazon, par exemple, est-ce que c'est le même risque ou le même genre de cyberattaque quand on n'a pas son site? Si elle vend seulement sur Amazon? Ouais, Oui, ça fait écho à la remarque que je faisais précédemment. Tout est sur Amazon. Très bien. Donc, vous n'avez pas de site internet, Natacha. Donc, vous n'avez pas sur cette partie de vulnérabilité technique, on va dire. On va considérer, puisque je serai écouté et réécouté pour que ce soit diffusé, évidemment, Amazon est super bien baqué d'un point de vue de sécurité et donc l'attaquant ne va pas pouvoir euh, utiliser une vulnérabilité d'Amazon pour pénétrer. En revanche, pour vous connecter à votre espace Amazon, vous avez des mots de passe, j'imagine. Peut-être que ces mots de passe, il y a plusieurs couches de mots de passe, un texto, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont accessibles par un attaquant s'il arrive à se les procurer. Et à partir du moment où lui arrive à se connecter à votre place, bah, il peut faire mal. Voilà. Donc, même si vous ne vendez que sur Amazon, à partir du moment où vous pouvez vous connecter à distance à ces ressources, vous êtes vulnérable. ok. J'espère que ça répond à la question et je laisse évidemment Natacha poursuivre s'il y a Je vous d'autres. remercie dans le chat. Merci Natacha, à vous. Voilà sur les grandes idées sur qu'est-ce qu'une cyberattaque. Maintenant, je vais en zoomer sur une en particulier, sur laquelle vous vous posez peut-être des questions, qui est le ransomware. On en entend beaucoup parler. C'est un type d'attaque parmi d'autres, mais c'est celui qui a été le plus médiatisé et une des attaques les plus fréquentes ces dernières années en France, parce qu'elle a un côté assez théâtral et que son business model est assez simple. C'est donc le ransomware, ou le rançongiciel si on parle en francisant tout. Euh, L'idée, c'est que une fois qu'il a eu ses accès admin ou une fois qu'il est en possibilité de nuire, l'attaquant va mettre un virus en place qui chiffre toute la donnée et la rend inaccessible pour le dirigeant que vous êtes, qui se retrouve derrière son ordinateur et qui cherche à y accéder. Tout devient inaccessible et pour pouvoir avoir accès à nouveau à cette information, l'attaquant demande à ce qu'une rançon soit payée. Une rançon qui peut aller de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'euros selon la taille de l'entreprise. C'est un processus qui devient malheureusement assez classique, assez banalisé. Et je voulais juste en dire 3 éléments d'actualité. Le premier, donc, c'est qu'il est en effet à la mode euh, et qu'il devient de plus en plus sophistiqué parce que désormais, en plus de simplement chiffrer la donnée, les attaquants la font fuiter. De telle sorte que euh, même si vous payez le coût de la rançon, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas quand même une conséquence à cette attaque.
Deuxième élément à avoir en tête, c'est que même si vous payez la rançon, euh, vous n'êtes pas sûr de récupérer la donnée. C'est le problème du ransomware, c'est que vous êtes en train de dealer avec des terroristes quand vous avez cette demande de rançon. Donc, si vous décidez de payer la rançon, euh, c'est possible que vous récupériez cette donnée et que tout aille bien, mais c'est possible aussi que la personne soit malhonnête. Ça arrive, a priori, elle est malhonnête par essence. C'est possible que la donnée qu'elle vous rende soit pas parfaitement déchiffrée. C'est possible qu'il l'ait fait fuiter en parallèle, comme je le disais précédemment, donc qu'il y ait des impacts pour vous. C'est possible aussi qu'il vous déchiffre tout, mais qu'il sache comment re-rentrer et vous réattaquer à nouveau. En bref, j'y reviendrai tout à l'heure, le paiement de la rançon est décommandé la plupart du temps, pour toutes ces raisons que je viens de citer. Mais le troisième élément que je voulais vous apporter, c'est que les demandeurs de rançon sont assez malins. Euh, Souvent, ceux qui vous lancent le ransomware ne sont pas des experts informatiques, c'est pas des hackers pareil dans leur hangar en Russie, c'est des gens qui ont acheté sur le darknet un logiciel, comme vous pourriez acheter n'importe quel logiciel en ligne, sauf que c'est sur le darknet, qui permet de mettre en place la rançon. Et donc, c'est quelque chose de très accessible, de très répandu, et où l'estimation du coût de la rançon est faite de manière assez fine, de sorte que ça peut être tentant pour le dirigeant de payer. Parfois, ça coûte moins cher de payer la rançon, même souvent, que de tout remettre en place sans la rançon, en acceptant de ne pas payer la rançon. Et donc, c'est toujours un coût risque-opportunité, le ransomware qui se présente face aux dirigeants, dans un moment d'urgence où il faut aller vite. Voilà, je vous présente pas mal d'éléments et de données autour du ransomware. Mais ce que je veux dire Juste pour là-dedans, rebondir, on a Bertrand qui te demande des précisions sur le Darknet, qui n'a pas exactement compris ce que c'était comme tu l'évoques. pardon, ouais. Alors le darknet, c'est, je sais pas Bertrand si ça vous parle, c'est un internet qui n'est pas traçable et sur lesquels s'opèrent beaucoup d'opérations illicites. Donc les ventes d'armes, les ventes de toutes choses que vous n'avez pas envie d'imaginer qu'ils se vendent peuvent se faire sur le darknet, qui est voilà, un espace comme Internet, mais qui n'est pas contrôlé du tout. Et là-dessus, des groupes de hackers euh, ont développé des logiciels qu'ils vendent et qui permettent à n'importe qui, à vous et à moi, d'acheter en gros un ransomware qui me permet que si j'arrive à rentrer dans un système informatique, à me connecter à la place de quelqu'un d'autre, comme je le disais tout à l'heure, je puisse balancer le ransomware, faire une attaque, alors que je suis pas un expert technique. C'est comme si je mettais juste le logiciel dans leur système et je me retrouve à récupérer l'argent de la rançon, alors que c'est pas moi qui ai développé le logiciel. Voilà. Donc ça pour dire que n'importe qui peut aujourd'hui devenir hacker malveillant, je dirais, en utilisant ces ressources qui sont comme des ressources open source, enfin, comme des ressources qui s'achètent en ligne et qui peuvent permettre à attaquer les entreprises. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, Bertrand, sur le darknet, mais je vous invite à y jeter un œil sur le darknet. Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de choses. Voilà. Alors, il demande Donc, si ça coûte cher, je pense, en rigolant, un non, ransomware. bah, c'est une bonne question parce que c'est un business model qui marche, quoi. Donc, ça coûte pas si cher que ça. Enfin, comment dire, pour la personne qui va acheter le logiciel pour ensuite attaquer, ça coûte pas si cher que ça parce que c'est elle, il lui reste une partie du travail à faire et c'est elle qui prend le risque ensuite de se faire tracer d'une manière ou d'une autre. En revanche, à l'entreprise finale, euh, ça peut coûter cher, ça va dépendre de son chiffre d'affaires et souvent, ils ont une capacité à bien estimer le coût du ransomware qu'ils demandent. Souvent, c'est un paiement en bitcoin. Ils disent, par exemple, vous payez un bitcoin. Si vous me payez un bitcoin, on vous rend l'accès à votre donnée, ce que vous n'êtes pas sûr de récupérer, comme je disais précédemment. Et donc, un bitcoin, on va dire 40 000 euros, l'entreprise peut estimer assez vite que si elle ne paye pas le ransomware, elle ne va pas pouvoir travailler pendant une semaine et que ça va lui coûter 80 000 euros. Et donc, elle a meilleur temps de payer le bitcoin tout de suite. Voilà, en gros, la manière dont ça fonctionne. Et parfois, c'est pas un bitcoin, mais c'est 10 ou c'est 20 selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ok, bah, Thomas rebondit dans le chat en disant que n'importe qui ne peut pas l'utiliser car il faut savoir utiliser et comprendre pas mal d'outils informatiques. Oui, pardon, je suis un peu vulgaire, enfin, je vais un peu large, Thomas, et vous connaissez peut-être le sujet mieux que moi d'ailleurs, hein, mais quand je dis n'importe qui, il faut savoir faire un certain nombre de choses, mais il y a
comment dire, des tutos qui existent. Les groupes d'attaquants mettent en place de la doc comme un SaaS, une entreprise SaaS B2B mettrait de la doc pour ses clients finaux. Donc les groupes mettent en place de la doc pour aider, accompagner n'importe qui à être utilisateur de leur logiciel ransomware. Donc c'est pas une barrière à l'entrée énorme, c'est ce que je voulais dire par là. Ok. Voilà, on pourrait revenir évidemment sur le ransomware qui fait peur, et c'est normal que ça fasse peur, parce que quand le dirigeant se retrouve face à cette situation, payer ou ne pas payer, ce n'est pas une décision évidente à prendre. Plein d'autres types d'attaques, je ne vais pas toutes les citer, celles qui reviennent le plus, je vais en citer deux parmi celles-là, c'est ce qu'on appelle le DDoS, Distributed Denial of Services. C'est quand, notamment pour les sites de e-commerce, les attaquants inondent de requêtes le site de manière à le bloquer, à le paralyser. Donc vous voyez tout d'un coup des dizaines de milliers de demandes de création de compte, et donc les serveurs ne répondent pas bien, et le système se bloque, et l'entreprise est bloquée, ne peut plus opérer. Ça peut avoir des impacts dramatiques pour une entreprise de e-commerce qui ensuite ne peut plus opérer pendant un certain temps, donc ne peut plus réaliser de chiffre d'affaires. Il y a aussi la fraude au président, c'est quelque chose qui est très fréquent en ce moment, où l'attaquant réussit à se faire passer pour un des membres de l'entreprise ou pour le président, et à écrire au comptable, soit écrire au président, pouvez-vous faire un virement à tel montant, ou se fait passer pour le président et écrire au comptable, pouvez-vous faire un virement à tel RIB, et le comptable n'y voit que du feu parce que l'attaquant a récupéré les informations au préalable, et un virement frauduleux est réalisé. Et pareil, ça peut coûter très cher à l'entreprise. Mais il en existe plein des types d'attaques dont on pourra reparler évidemment si certains d'entre vous en ont vécu certaines. Voilà, je voulais pas trop détailler les différents types d'attaques, mais vous avez compris l'idée, toujours. Qu'est-ce qu'une cyberattaque? Comment ça se déroule? Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on s'en prémunit? Qu'est-ce que c'est ces premières briques dont je parlais tout à l'heure, qui sont utiles, nécessaires, vitales pour limiter son exposition au risque d'une attaque? Pas de remarques à ce stade, Laura? Pause, il est midi 27. Alors, non, il y a juste les premières questions auxquelles on reviendra, je pense, pendant cette partie. C'est celles qui Ok, intéressent vraiment, je pense, les bonnes pratiques. ok. Alors, je te disais tout à l'heure qu'il y avait, dans cette première étape de pénétration dans un système informatique, donc la première porte d'entrée, le pied dans la porte, deux types de manières de rentrer. Une manière qui est technique, j'y reviendrai ensuite, et l'autre qui est d'exploiter des erreurs humaines. Les erreurs humaines, c'est notamment la fuite des mots de passe. Je crois qu'il y avait une question là-dessus, on pourrait y revenir. L'attaquant, pour se connecter à votre place, Natacha, par exemple, à Amazon, le plus simple qu'il puisse faire, c'est rentrer votre adresse mail, rentrer votre mot de passe et se connecter, tout simplement. Pour ça, il faut qu'il ait votre adresse mail et vos mots de passe. Adresse mail, c'est facile. Mot de passe, il peut le faire de plusieurs manières. Soit vous avez des mots de passe qui ont fuité, et il y a déjà eu des fuites de données dans lesquelles vous vous retrouvez. Alors, il y a plein de manières de traquer ces mots de passe qui ont fuité ou pas, mais il est possible que votre mot de passe se trouve déjà sur le darknet, encore celui-là, et qu'il puisse se trouver. Soit vous avez un mot de passe très faible, par exemple AZERTY 1, 2, 3, 4, ou votre prénom, votre prénom, votre nom 1, 2, 3, 4, qui permettent qu'un attaquant, s'il essaye plein de combinaisons et qui commence par les plus simples, arrive à trouver le bon. Donc la première des recommandations, c'est d'avoir en interne dans son entreprise une politique robuste de mots de passe. Politique robuste, ça veut dire trois choses. D'abord, changer régulièrement de mot de passe. C'est important pour la raison que je viens de dire. Si votre mot de passe fuite d'une manière ou d'une autre, par exemple, je ne sais pas, vous avez utilisé un mot de passe sur LinkedIn et vous utilisez le même mot de passe sur LinkedIn et sur vos outils internes, que LinkedIn se fait attaquer, ça peut arriver, et ben, l'attaquant va récupérer en lien avec votre adresse mail un mot de passe et va pouvoir tester ce mot de passe sur vos outils à vous. Donc ça vaut le coup de changer parce que les mots de passe, vous les utilisez très régulièrement sur plein d'outils. Et donc, ça vaut le coup d'en changer régulièrement ou d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. On pourra en reparler. Il y a plein d'outils qui existent, Dashlane notamment, qui peuvent vous permettre de faire ça. Donc, changer de mot de passe. Avoir des mots de passe complexes, ça va un peu ensemble. En gros, éviter que simplement un attaquant puisse se connecter à votre place. Et il y a une troisième mesure, mais on va dire un deuxième type, qui est absolument
d'activer ce qu'on appelle une authentification forte, avec au moins 2 facteurs. On appelle ça MFA, Multi-Factor Authentification. Ce que je pense qu'Amazon ou Amazon Web Services, si vous utilisez, vous impose d'une certaine manière ou régulièrement. Ça consiste à faire quelque chose qui est assez pénible. Quand vous cherchez à vous connecter, notamment sur votre banque, on vous dit rentrez votre mot de passe et on vous envoie un texto pour vérifier que c'est bien vous. C'est assez pénible, mais c'est terriblement salvateur pour votre risque de cyberattaque parce que c'est une manière de se prémunir du fait que l'attaquant pourrait, en récupérant juste votre mot de passe, se connecter à votre place. Voilà. Première de toutes les recommandations, changer de mot de passe, avoir des mots de passe complexes et mettre 2 facteurs d'authentification au moins pour avoir accès à vos ressources sensibles. Je continue, sauf s'il y avait des questions spécifiques sur les mots de passe, Laura. Alors, on vous laisse peut-être 30 secondes dans le chat si vous voulez rebondir et demander des conseils. Ah, on peut prendre la première question, Natacha, du coup, qu'on n'avait pas pris, sur la capture de mots de passe. En fait, elle demandait quels étaient les procédés pour ces captures de mots de passe. Donc, Il y en a pas comment faire mal. attention? Ouais, pour vous faire capter votre mot de passe, je vais dire les deux moins évidents, et puis j'arrive au plus évident dans un deuxième temps, c'est ma slide d'après. Deux moins évidents, c'est ce qu'on appelle du brute force, c'est-à-dire vous avez un mot de passe faible, et l'attaquant va en tester plein automatiquement jusqu'à arriver à votre mot de passe. Si votre truc c'est ce que je disais, AZERTY 1, 2, 3, 4, ou votre adresse, votre date de naissance, avec un mot de passe faible, l'attaquant peut rentrer à votre place. Le deuxième, moins évident aussi, c'est votre mot de passe a déjà fuité. Donc, vous avez utilisé votre mot de passe sur un autre outil, ça a fuité, et on utilise le mot de passe de cette manière. Le troisième, le plus connu, j'y viens, c'est le phishing. Le phishing, c'est l'approche la plus répandue pour récupérer des mots de passe. Ça consiste à vous faire croire, vous mettre dans une situation de confort où vous allez renseigner votre mot de passe en vous faisant croire que vous avez besoin de le renseigner pour vous connecter à des ressources qui sont les vôtres. Mais en fait, derrière ce renseignement de mot de passe, c'est des attaquants qui cherchent à vous récupérer votre mot de passe. Euh, vous en recevez beaucoup des demandes de phishing qui sont très grossières, je pense. Des mails un peu bizarres où on vous dit veuillez vous connecter pour renouveler, enfin peu importe, et vous voyez que c'est louche. Mais il y en a beaucoup qui sont des tentatives de phishing qui sont très avancées, de plus en plus avancées et sophistiquées, et qui arrivent à faire tout comme une vraie demande. Vous avez l'impression que c'est Google qui vous écrit pour vérifier votre mot de passe, et tout est comme si c'était Google, donc vous vous laissez avoir. Et moi-même, je me laisse avoir. Enfin, je veux dire, il est possible de se laisser avoir. Il faut être très vigilant à ça, le phishing, parce que c'est la source numéro 1 des cyberattaques, pour faire simple. Comment faire il y a un vrai sujet de sensibilisation à repérer euh, les fausses demandes, à repérer le phishing. Souvent, l'élément principal à regarder quand il y a une demande de phishing, c'est le nom de domaine, c'est-à-dire ce qu'il y a après le arrobase. Si vous recevez une demande de Google, elle viendra de @google.com. Si c'est pas @google.com mais que c'est google login.google.com, il y a quelque chose de louche que vous voulez vérifier. Souvent, c'est vraiment le premier élément à regarder, mais d'un point de vue macro pour votre entreprise, un des enjeux, c'est d'avoir recours à des formations qui existent pour sensibiliser vos collaborateurs au fait que ça existe le phishing et qu'il faut y être vigilant. Et c'est quelque chose qu'on fait avec nous, avec Stoic, pour nos clients qui sont assurés chez Stoic. On leur lance des fausses campagnes de phishing. On a développé des outils qui permettent de tester des fausses campagnes de phishing où on leur envoie à tous les collaborateurs en même temps une demande de renouveler leur mot de passe Google. Et on regarde qui clique et qui renseigne son mot de passe. Et ils reçoivent une notif tout de suite qui dit cette fois-ci c'était pour rire, mais la prochaine fois faites gaffe. Et s'ils savent que tous les mois ils vont avoir des tests de manière imprévisible, les collaborateurs commencent à faire un peu plus attention. Voilà, Natacha, je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas à répondre. En attendant, Thomas a réagi dans le chat en disant si ça semble louche, c'est que c'est louche. Et on a aussi Cédric qui est plus sceptique, du coup, qui nous dit est-ce que le bon sens ne suffirait pas à éviter presque toutes les attaques, en fait, les cyberattaques? Entre parenthèses, changer souvent son mot de passe, ne pas cliquer sur les liens suspects. Alors,
je sais plus qui, Descartes qui dit ou Pascal, le bon sens est la chose la mieux distribuée. C'est Descartes dans son discours de la méthode qui dit le bon sens est Exactement, ouais. la C'est la chose la mieux première répartie. phrase. Voilà, la première des phrases, bah, Laura, tu as d'expérience là-dessus aussi. Oui, ça dépend ce que vous appelez bon sens. Mais c'est pas si simple que ça. Changer ses mots de passe régulièrement, oui, c'est du bon sens. Enfin, in fine, il n'y a rien de, il y a rien de d'inéluctable dans la cyberattaque. La partie technique, dont je vais parler dans une minute, est mineure par rapport à ce que du bon sens peut aider à faire. Changer ses mots de passe, se prémunir du phishing, etc. Ça reste pas si simple de le faire de manière rigoureuse, régulière sur les mots de passe, sur le phishing. Mais oui, si vous êtes très vigilant et surtout si tous vos collaborateurs dans votre entreprise sont très vigilants, le risque diminue. Mais pour ça, il faut vraiment que tous les collaborateurs le soient. Et il suffit comme le disait le commentateur de foot, il en suffit une personne qui fait fuiter son mot de passe une fois pour que euh, l'attaquant arrive à rentrer. Et donc, il faut vraiment se mettre au niveau de la personne avec le moins de bon sens de l'entreprise, on va dire, et essayer de penser à sa place et pas à la place de gens qui s'y connaissent un peu en informatique. Si c'est louche, c'est que c'est louche, tout à fait Ouais, d'accord, Thomas. ouais. Mais c'est Et, parfois pas très louche. Et Natacha vous remercie aussi dans le chat. Super. Et Thomas, enfin, souscrivez à Stoic et on lancera des fausses campagnes sur votre entreprise et vos équipes. On verra si on a personne, parce qu'on arrive à faire des trucs qui sont quand même bien foutus et qui n'ont pas l'air louches. Mais pourtant sont louches. Alors là, on arrive sur une troisième recommandation qui est un peu plus technique, euh, qui cherche à vous prémunir des vulnérabilités techniques dont je parlais tout à l'heure, qui permettrait donc à un attaquant de rentrer dans votre système informatique euh, sans forcément avoir accès à un mot de passe, en exploitant une vulnérabilité. Un des éléments à avoir en tête, c'est que pour maîtriser le potentiel d'un attaquant à rentrer dans votre système informatique, il faut commencer par le comprendre et le connaître, son système informatique, et savoir quelle est ce qu'on appelle sa surface d'attaque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on expose de son système informatique au sens large sur Internet qu'on peut découvrir, que n'importe qui pourrait découvrir et pourrait chercher à exploiter. La première étape, c'est de la connaissance, c'est le connais-toi toi-même, euh, connais ta surface d'attaque. Il y a des outils qui peuvent vous aider à ça. Il y en a un qui est gratuit qu'on a développé avec Stoic. On vous enverra un lien que vous pourrez tester si vous voulez pour voir ce que de l'extérieur, tout ce que de l'extérieur on arrive à détecter. Et ensuite, l'objectif de ça, de savoir quelle est sa surface d'attaque, c'est vérifier que toutes les configurations sont bien à jour. Est-ce que si vous avez des pare-feux, ils sont bien à jour? Est-ce que si vous avez utilisé des logiciels, quels qu'ils soient, ils sont bien à jour? Pourquoi? Parce que s'ils ne sont, le but des mises à jour, souvent, c'est de corriger des erreurs qui auraient pu permettre à des attaquants de rentrer. Donc, si vous avez la version 8 de WordPress, par exemple, WordPress qui sert à designer ou à héberger des sites Internet, si vous avez la version 8 mais qu'on a la version 12, il est fort possible que les mises à jour 9, 10, 11 aient corrigé des vulnérabilités connues par des attaquants qui permettent de rentrer directement à la place de l'utilisateur et donc de rentrer dans le système informatique. Donc si vous n'avez pas fait les mises à jour, ça peut poser un gros problème parce que l'attaquant peut simplement exploiter le fait qu'il n'y ait pas la mise à jour. C'est un exemple parmi d'autres, mais tout ça pour dire que un des enjeux essentiels, c'est de regarder par où on peut nous attaquer et vérifier que tout est bien mis à jour. Et pareil, l'outil qu'on a développé avec Stoic permet de vérifier ça. Nous, on scanne toute la surface d'attaque et on teste tout ce qu'on arrive à tester de l'extérieur pour voir s'il y a des choses qui sont mal mises à jour pour le dire à l'entreprise. Mais il y a d'autres manières de le faire si vous le souhaitez. Alors, Voilà. Alex, il s'excuse parce qu'il dit qu'il n'y connaît rien, mais il vous demande quelle est la différence entre un pare-feu et un antivirus. Alex, si je savais vous l'expliquer suffisamment précisément, j'en serais content. Et j'avoue une partie de mes limites. Euh, le, à mes yeux, et franchement, je reconnais, je vous l'ai dit depuis le début, c'est pas un expert qui vient vous parler, c'est quelqu'un qui a dégrossi les grandes lignes. J'arrête pas d'en plus parler de pare-feu et d'antivirus, mais euh, je dirais que le pare-feu, c'est une barrière à l'entrée qui permet à certains de se connecter ou non et d'accepter un certain nombre d'adresses IP pour pouvoir
accéder à votre système informatique. En gros, si je veux me connecter à distance chez vous, s'il y a un pare-feu, le pare-feu va faire écran et faire en sorte que seulement si mon adresse IP, par exemple, vient de telle géographie, je peux me connecter à vos logiciels. Donc, c'est un écran qui est fait et qui rejette un certain nombre d'adresses IP. L'antivirus, c'est quelque chose qui est mis en place sur tous les postes de travail. Donc, c'est quelque chose qui s'installe sur des serveurs, sur des ordinateurs, etc. et qui va analyser le flux entrant sur vos postes de travail, les ordinateurs, etc., et détecter quand il y a quelque chose qui paraît malicieux. Mais c'est pas sur le même source de filtre, c'est plutôt sur la connaissance de ce qui normalement rentre ou ne rentre pas, mais c'est pas la même manière de sourcer. Et c'est pas, en gros, ça se situe pas au même endroit de protection. Voilà ce que j'en ai compris. Je suis désolé si je crois que c'est Bertrand qui pose la question, c'est pas suffisamment clair. Mais C'était si quel... Alex. N'hésitez ouais, pas à rebondir dans le chat, ouais, du coup, n'hésitez pas à si rebondir c'est clair ou pas. et s'il y a quelqu'un qui sait mieux l'expliquer que moi, le béaba de ce que j'ai compris, avec plaisir pour l'entendre. Oui, et il n'y a pas de mauvaise question, n'hésitez pas, Alex. Franchement pas, parce que, enfin, je vous le dis très humblement depuis le début, hein, paradoxalement, aujourd'hui, je me retrouve à diriger une entreprise de 20 personnes en cybersécurité. Heureusement, j'ai un associé CTO beaucoup plus technique que moi, qui maîtrise beaucoup mieux que moi tout ça, tous les outils, c'est pas moi qui y touche. L'idée de ce webinaire aussi, c'est de vous le dire avec mes mots à moi, qui sont des mots de béotien, en espérant que vous soyez à mon niveau ou un peu en dessous et que vous ayez atteint mon niveau à la fin de ce webinaire. Super, Aussi, Alex nous dit il c'est nous reste bien que 20 plus minutes. clair, merci. Ah bah super. Je termine, il ne reste que 19 minutes, donc je vais Oui, accélérer un petit peu, mais je pense que c'est la partie la plus importante. Euh, et dans mon idée, hein, on ne garde pas de temps de questions à la fin. Si vous avez des questions, oui. posez-les au fur et à mesure, c'est plus interactif comme ça. Dernier élément, et de bonne pratique qui est essentiel, c'est euh, vos données sensibles pour vous, les données qui sont importantes à votre business, chérissez-les comme la prunelle de vos yeux et euh, faites attention aux étapes suivantes de l'attaque dont je parlais, c'est-à-dire comment est-ce qu'une fois que je suis rentré dans le système informatique, je peux avoir accès aux données sensibles. Autrement dit, gérer les accès des utilisateurs avec grande précaution. Les gens auxquels vous donnez un droit admin sur des outils, c'est très critique parce que c'est de ces gens-là que vient la vulnérabilité. Donc il y a la gestion des droits et des accès des collaborateurs qui est essentielle. Et ensuite, si l'attaque a lieu, si votre donnée sensible n'est plus accessible parce que elle a été bloquée, elle a été chiffrée, il est indispensable que vous ayez des sauvegardes de vos données qui vous permettent de tout reconfigurer le plus vite possible. Et là, je serais, c'est du bon sens, encore une fois, dirais je ne sais plus qui, mais je n'insisterai jamais assez sur l'importance des sauvegardes. Vos données, même si elles sont dans le cloud, ont besoin d'être sauvegardées à différents endroits pour que l'attaquant qui arrive à avoir un accès admin sur les données sensibles, même s'il les bloque, vous ayez tout stocké et si possible tout stocké tous les jours sur un autre endroit, un autre cloud ou un endroit qui est accessible avec un autre mot de passe ou sur un disque dur, en dur, si vous le faites tous les jours, c'est génial de le faire à la fois sur le cloud et en dur. Multipliez les sources de sauvegarde le plus possible parce que c'est ce qui vous rend le plus résilient. Certes, vous vous ferez attaquer, mais les dommages seront mineurs par rapport à si vous vous faites attaquer et que vous n'avez plus accès aux données et aucun moyen de les récupérer. Des questions là-dessus ou rien de spécifique? Auquel cas, Rien de j'avance. spécifique, des questions un peu plus précises. Il y en On avait a des par questions un peu plus exemple précises? la question de Lionel sur la position de Stoic par rapport à ses concurrents, par exemple, Biden Fender, Kaspersky, etc. Kaspersky, etc. Bitdefender, alors Stoic ne présente pas d'antivirus, ne propose pas d'antivirus, et c'est pas notre modèle. Là, tout ce que je vous pitch pas Stoic. Enfin, parfois je dis Stoic fait ça, euh, mais Bitdefender, qui est le antivirus par défaut sur Windows, alors il est pas parfait, même il est pas recommandé. Il y a des choses qui sont mieux. McAfee fait des meilleurs antivirus, etc. C'est une question de coût. Nous, on se positionne pas là-dessus, hein, et on est complémentaire de tout ça. Et les sauvegardes, c'est pas nous qui en faisons non plus. On vous aide à en faire. Je reviendrai sur ce que fait Stoic, mais en gros, si vous avez des questions spécifiques sur les différents outils antivirus, je peux en parler de ce que j'en ai compris des comparables du marché, mais nous, on ne se positionne pas là-dessus. Ok. Parce qu'il y avait aussi une question Donc, sur vos prix. Du coup, donc je j'y pense viens que vous ensuite. nous...
Ok, je viendrai là. Parfait. Voilà. Euh, et si je me fais attaquer? Maintenant, l'attaque a lieu. J'ai bientôt fini, hein, il nous reste 15 minutes, on va aller vite. Je vais aller vite. Euh, en cas d'attaque, en cas d'attaque, je ne vais pas passer sur tous ces détails. L'idée essentielle, c'est que il faut agir vite. Il faut agir vite euh, et il faut avoir anticipé en amont de l'attaque qui contacter. Pour nous qui vendons une assurance, ça fait partie de l'assurance que d'avoir le référent qui est à disposition tout de suite et qui répond dans les 10 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui cherche à comprendre ce qui se passe. S'il y a quelque chose dès qu'il y a quelque chose qui vous paraît suspicieux, que vous pouvez le contacter, qui cherche à comprendre ce qui se passe pour vous aider à, à gérer la crise s'il y a une crise. Et c'est l'élément principal, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui vous aide à prendre la décision dans un moment d'urgence, où vos données sont chiffrées, où vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui se connecte dans votre système informatique. Ensuite, en général, on conseille de tout éteindre avant qu'il y ait trop de dégâts, trop de dommages, de tout éteindre, tout débrancher. Mais encore une fois, le référent de crise est le mieux placé pour le dire. Ne pas payer la rançon, j'en ai déjà parlé, on le recommande vivement. Et in fine, si vous vous faites attaquer, de porter plainte, c'est super utile pour que y ait des investigations qui soient menées ensuite, qu'il y ait des données qui soient récupérées sur le nombre d'attaques, etc. Mais j'insiste pas trop là-dessus. Voilà, l'idée principale, c'est que faire en cas d'attaque. Plutôt, on aurait pu le dire différemment. S'il vous plaît, anticipez le cas d'une attaque. Prévoyez qui vous appelez en cas d'attaque pour que ça aille plus vite. Voilà. Surtout, qu'est-ce qui peut se passer pour mon entreprise? Ouais, une question, pardon, Laura. Oui, une question par rapport à que fait la police, demandait Bertrand en cas d'attaque. Donc, il prenait l'exemple de la rançon. Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous aider ou pas? Euh, la vérité, c'est que je crois pas qu'ils vont vous aider, vous spécifiquement, à, à gérer votre cas de rançon parce qu'il faut agir en urgence et la police va investiguer, traquer les groupes de hackers et in fine mener un gros travail de fond pour essayer de démanteler les groupes de hackers qui mènent des attaques où qu'ils soient, mais ça prend du temps. Donc en gros, la police investigue sur ces attaques, récupère toute la donnée, essaye de comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, de chercher tout ça, mais elle ne vous sert pas à très court terme. À court terme, c'est le référent de crise qui sert. Ok, très clair. Combien ça peut coûter à une entreprise? Je vais venir sur qu'est-ce qui coûte cher. Mais d'abord, une question sur, d'après vous, si on prend la médiane des cyberattaques, quel est le coût médian en 2020 en France des cyberattaques recensées, c'est-à-dire celles qui ont été déclarées à la police notamment, ou celles dont on a de la donnée? La plupart des cyberattaques étant non déclarées par les attaquants, par les entreprises qui préfèrent ne pas crier sur tous les toits qu'elles se sont fait attaquer. Le coût médian, Alors, selon vous, à combien s'élève-t-il? Ouais. je vous laisse 30 secondes répondre dans le chat. Pierre a déjà répondu 50 000 euros. On a Nassim qui dit je pense 20 000. Rita qui dit réponse A. Donc, personne ne donne la même réponse. Bon, bah c'est bien, c'est dispersé. Ouais. Euh, je pense que si on prenait le coût moyen, il serait beaucoup plus élevé. Parce que le coût moyen est à pondérer avec les attaques des grands groupes. Et là, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros, plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne sais plus combien le montant des attaques en 2020 en tout en France, ça représente, je ne sais plus combien, en centaines de milliers, en millions d'euros, de millions d'euros. Euh, mais si on prend le coût médian, en prenant en compte les PME, etc., il s'élève à 50 000 euros en 2020. Ça veut dire que plus d'une attaque sur deux a coûté plus de 50 000 euros, pour faire simple. Ou une attaque sur deux a coûté plus de 50 000 euros. Euh, ce qui représente un montant qui peut paraître pas exorbitant, mais pour une PME qui peut mettre la PME au tapis, il y a une autre stat qui dit que dans les 18 mois qui suivent une attaque, une PME sur deux met la clé sous la porte. Ce qui est colossal et ce qui montre à quel point les cyberattaques peuvent faire mal aux petites entreprises. Laura, je t'ai entendu, mais il n'y avait pas de question spécifique. Non, non, c'est juste moi qui réagissais. Ce qui est important à comprendre, c'est peut-être de se dire, OK, mais concrètement, qu'est-ce qui coûte cher? Je me suis fait attaquer, qu'est-ce qui peut me faire le plus mal? Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran ou pas? Ouais. OK. Euh, la ligne numéro un de ce qui fait mal, c'est la perte d'exploitation. Ça représente en général en moyenne 27% du CA de l'entreprise, la perte d'exploitation liée à une attaque.
je suis un site de e-commerce, je ne peux pas opérer, je ne peux pas vendre en ligne parce que mon site est bloqué pendant un certain temps. C'est une catastrophe et chaque jour qui passe, je perds de la marge brute. Ça peut être un coût très élevé. Remise en état de mon système informatique. Je ne peux plus opérer, il faut que je repaye tout, des logiciels, des systèmes de sauvegarde, des postes de travail qui sont cramés. Mon système informatique, le temps de le reconfigurer, mes serveurs, ça a un certain coût. Mais je dirais que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la perte d'exploitation. Et celui-ci qui est essentiel aussi, responsabilité civile en cas de fuite de données. Si vous faites fuiter de la donnée de vos clients, quelle que soit la donnée que vous avez forcément de la donnée qui est un peu sensible, plus ou moins sensible, mais que ce soit de la donnée confidentielle sur des clients, de la donnée personnelle sur les clients finaux, de la donnée, je sais pas, vous avez des passeports, vous avez des RIB, vous avez des données médicales évidemment. Les frais de responsabilité civile, c'est-à-dire si le client se retourne contre vous, peuvent s'élever à très très cher, évidemment, si vous avez fait fuiter cette donnée. Et puis, j'en cite deux autres, il y a des démarches RGPD, des amendes de la CNIL qui peuvent avoir lieu si vous faites fuiter cette donnée. Et il y a un élément, un type de coût qui est difficile à estimer pour le coup, qui est l'impact réputationnel. Si ça se sait que vous avez une grosse cyberattaque, aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de, je sais pas, de mairies ou d'entreprises de courtiers en assurance qui se font attaquer en ce moment. Pour eux, pour leur image vis-à-vis de leurs clients, c'est terrible. Et ça, c'est de l'impact long terme qui peut faire très mal. Pas de questions là-dessus particulières. Non, je pense qu'on peut Viens à, continuer. J'en viens à quelques dernières slides. À quoi sert une assurance? Un, à vous assister en cas de crise. Deux, à vous rembourser de toutes les conséquences financières de la crise. La seule conséquence financière qu'on peut difficilement chiffrer, c'est l'impact réputationnel long terme. Mais la perte d'exploitation est couverte, la responsabilité civile est couverte, toutes les coûts de démarche RGPD, etc. sont couverts. Et surtout la réponse à incident, et aussi la réponse à incident. On a des clients chez Stoic qui se sont fait attaquer, tout de suite compris le numéro. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose de bizarre, ils ont décroché leur téléphone, appelé le numéro, et des experts sont intervenus. Ça prend du temps, ça coûte cher, c'est du temps humain, mais c'est pris en charge, ça rassure le client et ça limite le coût final aussi parce qu'on réagit plus vite. Évidemment, si vous n'êtes pas assuré, la gestion de tout ça doit se faire en interne et le coût, c'est la stat que je vous disais tout à l'heure, 60% mettre la clé sous la porte sous les 18 mois. Bon, là, je prêche pour ma paroisse. Ma question, c'est, d'après vous, combien ça doit coûter une telle assurance? Et encore une fois, désolé, c'est la fin du webinaire, j'arrive sur quelque chose de plus commercial où je vous raconte ce qu'on fait avec Stoic. Notre offre, c'est de dire qu'on peut couvrir des entreprises sur la réponse à incident, ce que j'ai dit, gérer la crise plus les couvrir, jusqu'à 1 million d'euros, ça peut être moins de garantie, ça peut être 500 000, 200 000, 100 000, et qu'en plus de cette assurance, tous les outils qu'on développe sont gratuitement accessibles. Tout ça se fait en ligne, ça prend 3 minutes, c'est très simple, on ne demande rien. Mais si l'entreprise veut lancer des campagnes de phishing, elle peut lancer des campagnes de phishing. Notre scan externe qui permet de voir la surface d'attaque tourne. Voilà. Tout ça dans un produit. D'après vous, pour couvrir une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, à combien ça s'élève d'être assuré jusqu'à 1 million d'euros de garantie? C'est-à-dire que la somme des pertes représente un couvert potentiellement pour l'assurance. Combien est-ce que vous pensez que le coût peut s'élever? Alors, on vous laisse 30 secondes pour répondre. En attendant, tu peux peut-être répondre à la question de Rita qui demande est-ce que vous couvrez surtout les e-commerçants ou d'autres domaines, entre parenthèses, dans le tertiaire? On couvre beaucoup de e-commerçants, mais je dirais pas surtout parce qu'il y a plein de secteurs d'activité qui sont couverts. On a sur plein de boîtes de e-commerce avec lesquelles on travaille qui font partie de nos premiers clients. Et dans le tertiaire, il y en a plein d'autres aussi. Dans le secteur des services, on a des cabinets avocats, des cabinets comptables, des banques, des courtiers en assurance. Et après, on a des entreprises même dans le secondaire, d'industrie. On a des entreprises qui font de l'assemblage de pièces aéronautiques. Voilà. Stoic peut assurer jusqu'à 50 millions de chiffres d'affaires. C'est son maximum. Et il n'y a pas de minimum à partir du moment où on s'adresse à une entreprise. Il y a Ok, des remarques sur donc le on coût a d'assurance, des Laura? réponses dans le chat. Thomas qui disait 500 et qu'après il a changé d'avis, a dit non 150. Pierre qui dit 300. Bastien qui dit 500 aussi. Donc on tourne autour des 500 euros par mois. Écoutez, je pense honnêtement que c'est le prix qu'on donnera dans un an. C'est le prix qu'on pratiquera parce que ça coûte tellement cher les cyberattaques aux assureurs, donc à nous potentiellement, que
qu'un coût qui est le coût aujourd'hui, qui est 150 € par mois, est dérisoire. Donc aujourd'hui, les prix de Stoic sont assez faibles. Voilà, le panier moyen, c'est même moins que 150 € par mois. Là, c'est vraiment pour une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, mais ça peut aller à 50, 60 € par mois pour une petite entreprise, pour des garanties assez élevées en plus des outils. Notre but, c'est qu'on soit vraiment le premier pas, la première brique, encore une fois, que mettent en place les entreprises pour se protéger, en se disant si j'ai une assurance, au moins je sais que je suis couvert. On a nos outils en plus qui viennent aider, et il y a plein de trucs en plus à mettre ensuite qui ne sont pas inclus dedans. Si vous voulez mettre des antivirus, si vous voulez mettre en place des solutions technologiquement plus poussées, ça se rajoute, mais au moins cette première brique essentielle est accessible financièrement. Voilà, on Ok. va vous mettre dans le chat Alors, un lien voilà, vers. on va prendre les dernières questions. Déjà, Thomas qui Ouais. demande est-ce que ces frais peuvent être déclarés fiscalement? Est-ce qu'ils peuvent être déclarés fiscalement? Bah, c'est une souscription au nom de votre entreprise, donc on ne travaille pas avec des particuliers. Je le précise, hein, on travaille Oui. qu'avec des entreprises à partir du moment où on a un numéro de sirène. Donc ça rentre dans vos déclarations fiscales par défaut, si je dis pas de bêtises. Très clair. Déborah continue. Pour devenir expert en cybersécurité, y a-t-il des prérequis, des formations à faire ou de l'expérience en informatique à avoir pour se former? Pour devenir expert en cybersécurité, alors on est dans un monde où on se déclare expert bien vite. Je suis pas loin de me déclarer expert, alors que vous voyez que je suis même pas capable de vous faire une différence entre un pare-feu et un antivirus qui soit suffisamment clair. Euh, et donc, il y a des tutos en ligne, Déborah, mais je ne saurais pas vous indiquer un en particulier. Sur la cyberassurance, il y a une formation qui s'appelle Cyber Insurance Academy, par laquelle on est tous passés chez Stoic, qui rappelle les BABA. Cyber Insurance Academy, c'est en anglais. Euh, et sinon, il y a des écoles qui forment à la cybersécurité, mais ça dépend si vous voulez une maîtrise superficielle, qui est la mienne, je dirais, ou quelque chose de beaucoup plus poussé, qui demande des études avancées. Très clair. Alors, on a aussi, dans les 3 dernières petites minutes, on va prendre que les 2 dernières questions. La question de Nassim qui vous demande un conseil pour son VPN, donc Et quel est qui aimerait votre avoir une recommandation A de VPN? pour sa PME, s'il faut en Ouais. prendre un Quel- et une euh, marque peut-être. euh, Est-ce qu'il faut en prendre un si et seulement si c'est nécessaire? Moi, comment dire? Si tout est dans le cloud, a priori, vous n'avez pas besoin de VPN pour se connecter à distance. Donc, une entreprise qui n'a pas besoin de se connecter à travers un VPN, c'est préférable à mes yeux. Après, quel VPN, ça dépend vraiment de l'usage que vous en faites. Donc, peut-être Nassim, vous pouvez nous écrire à côté, parce que je peux pas donner, enfin, il y a plein de noms de VPN possibles, mais je peux pas donner un conseil absolu sur le VPN. Le VPN, c'est une manière de, quand je parlais tout à l'heure sur la différence entre le pare-feu et l'antivirus, le VPN permet d'avoir une connexion à distance et de reconnaître certaines IP qui ne seraient pas reconnues sinon, et donc d'apporter une couche de protection ou de vérification, mais qui n'est pas infaillible et qui n'est pas indispensable s'il y a des pare-feux par ailleurs. Voilà, donc je suis désolé Nassim, ma réponse n'est pas très précise. Très clair. Et pour la dernière question, on va prendre celle d'Alex, comme elle est sur Stoic en plus, qui demande s'il y a une période d'engagement minimale ou que vous pouvez juste tester votre solution Stoic. Alors, vous pouvez la tester gratuitement sur le lien qu'on vous a envoyé. C'est vraiment gratuit. Vous avez juste à renseigner une adresse mail et un mot de passe, et ça va lancer un scan sur votre entreprise. Donc, vous dire quelle est votre surface d'attaque et s'il y a des vulnérabilités. C'est un service qui est d'habitude payant, que nous, on rend gratuit. Ensuite, souscrire à notre produit, c'est avoir ce scan qui tourne toutes les semaines sur votre infrastructure, avoir accès à tous nos services, plus l'assurance. Et l'assurance, c'est un engagement d'un an minimum, euh, voilà, comme tout produit d'assurance. Donc vous souscrivez, et vous avez un an d'engagement minimum qui peut être résilié sans préavis au bout d'un an, mais il y a un engagement d'un an pour l'assurance. Mais l'outil, vous pouvez le tester Super. comme ça, on vous demandera rien, quoi. Très clair. Donc, merci beaucoup, Jules, pour cette présentation. Je pense que pour les dernières questions restantes, n'hésitez pas à vous rapprocher du coup de leur équipe pour avoir des réponses plus précises. Et moi, je ne suis pas à même de répondre aux questions sur les pare-feux Peut-être d'Amazon. Donc, peut-être que vous pouvez, enfin Laura, tu peux mettre mon adresse mail sur le chat, moi ça me pose pas de souci. Jules, je peux vous le dire, hein. C'est marqué en bas à droite, oui. voilà. Si vous voulez Ah, m'écrire, ok, n'hésitez parfait. pas. Ouais, donc vous pouvez Vous bien m'appelez. recopier l'adresse qui est présente sur la slide. Merci à vous Thomas, Rita et pour tous les gens qui nous remercient dans le chat, Lionel, vous aussi. Merci d'avoir été aussi réactif aussi pendant cette session de webinaire.
Je vous retrouve bientôt pour un prochain webinaire sur les social ads. J'aimerais remercier Stoic d'avoir animé ce webinaire avec nous, avec Amazon. Et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra automatiquement par mail pour savoir si vous avez apprécié ce contenu. Donc Soyez pas trop voilà, dur sur ma juste, réponse je sur te les laisse pare-feux, le hein. mot de la fin. Non, Comment? non, j'allais dire sur le questionnaire de satisfaction, soyez pas trop dur sur ma réponse de la différence entre pare-feu et antivirus. Non, j'espère que c'était utile. Je vous remercie pour votre présence. Je vais essayer de vous apporter des informations le plus pertinentes possible, des choses que j'ai commencé à comprendre ces derniers temps, mais, mais il reste plein de choses à découvrir. J'ai pas tellement parlé de la Russie et de l'Ukraine, mais on fera une autre session plus tard peut-être. Merci à tous. Très clair, je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et excellente journée à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.